Il était une fois, dans un quartier paisible et vivant, deux sœurs qui ne faisaient qu'une. On les appelait souvent les jumelles du cœur, car bien qu'elles n'aient pas le même âge, leur complicité effaçait toute différence. La plus grande s'appelait Naïma, une jeune femme de 25 ans, douce, calme, et toujours attentive à ce qu'elle aimait. Depuis petite, elle avait ce réflexe naturel de protéger sa petite sœur comme une mère. Elle pensait à tout. Elle devançait les besoins. Elle se battait pour deux. La cadette, elle, s'appelait Fatih. Elle avait 22 ans, l'âme pétillante, le regard vif, toujours pleine de vie, un sourire capable d'illuminer une pièce. Fatih était la joie incarnée. Et sa plus grande chance dans la vie, c'était d'avoir une grande sœur comme Naïma. Elles faisaient tout ensemble. Aller au marché, cuisiner, regarder des films, partager leurs rêves, leurs douleurs, leurs secrets. Leur voix résonnait souvent en chœur dans la maison, des fous rires plein les couloirs, des confidences chuchotées sur le toit quand la nuit tombait. Si un jour tu te maries avant moi, tu n'oublies pas de me faire porter le pagne rose, hein? Disait Fatih en riant. Naïma répondait souvent. Toi d'abord, on va devoir surveiller les garçons qui te tournent autour. Elle riait. Elle s'aimait. Sans condition. Sans faille. Et même si parfois des désaccords apparaissaient, elle ne durait jamais. Un regard, un geste, et tout repartait. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans le cœur de Naïma, un amour secret grandissait depuis des mois. Un homme. Elle ne le connaissait pas très bien. Ils n'étaient pas proches, mais ils s'étaient croisés à plusieurs reprises dans le quartier. Il avait cette façon calme de marcher, ce sourire discret qui cachait peut-être quelque chose de profond. Il s'appelait Yann. Naïma l'observait de loin, sans jamais oser l'approcher. Mais ce matin-là, alors qu'elle et Fatih préparaient le petit déjeuner, elle se lança enfin. « Fatih, j'ai quelque chose à te dire. » La petite sœur posa la cuillère en bois, intriguée. « Je t'écoute. » Tu te souviens de ce garçon qu'on a croisé chez la voisine la dernière fois? Celui qui portait une chemise blanche et un pantalon noir, avec les lunettes? Fatih réfléchit un instant. Ah oui. Celui qui nous avait salué poliment là, non? Il s'appelle Yann? Naïma baissa un peu les yeux. Son cœur battait fort. Oui, lui. Je crois que je l'aime. Un silence s'installa. Puis Fatih éclata de rire doucement. Toi? Amoureuse? Attends que je m'asseye bien. Naïma sourit à son tour. Elle ne disait jamais ce genre de choses. Elle était toujours sérieuse. Toujours réservée. Mais aujourd'hui, elle avait décidé d'agir. Je vais l'inviter à la maison. Juste pour discuter. J'aimerais lui dire ce que je ressens. En face. Fatih ouvrit grand les yeux. Hein? Tu veux lui dire en face que tu l'aimes? Oui. Je suis fatiguée d'attendre. Je ne veux plus passer mes journées à l'imaginer. Je veux savoir. Fatih hocha la tête, impressionné par le courage de sa sœur. D'accord. Eh bien moi je t'aide à préparer. On va faire de bons plats. Il ne pourra pas dire non. Et elles se mirent au travail. Le jour venu, Naïma se leva très tôt. Elle nettoya la maison de fond en comble. Elle prépara son meilleur riz gras, avec du poulet bien assaisonné, et fit même un jus de bissap maison. Elle portait une robe simple mais élégante, et avait soigneusement attaché ses cheveux. Fatih, elle aussi, s'était habillée proprement, sans fioritures. Quand Yann arriva, l'ambiance était calme, douce. Il entra avec un léger sourire, salua respectueusement. Mais dès qu'il posa les yeux sur Fatih, quelque chose changea. Un infime éclat dans le regard. Un léger ralentissement dans sa parole. Il répondit aux salutations de Naïma, bien sûr, mais son regard retournait toujours vers la petite sœur. Naïma, un peu nerveuse, invita tout le monde à table. Ils mangèrent, échangèrent quelques mots. Mais elle sentait que Yann n'était pas vraiment là. Quelque chose clochait. Après le repas, elle proposa un moment en tête-à-tête. Et là, la vérité tomba comme une gifle silencieuse. Naïma, je suis flattée, vraiment. Tu es une femme incroyable. Mais, je dois être honnête. Je suis attirée par ta sœur. Je la trouve belle. Elle a ce truc. Je ne sais pas, je suis désolée. Naïma sentit ses mains trembler. Elle détourna les yeux. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle resta debout, droite, le visage fermé. Puis elle dit froidement. Tu peux partir. Maintenant. Yann, surpris, ne comprenait pas l'intensité de sa réaction. Pour lui, ce n'était qu'un malentendu. Une déception peut-être, mais pas une tragédie. Il n'était qu'ami, après tout. Elle ne lui avait rien promis. Il ne lui avait rien donné. Mais Naïma,
elle, avait offert son cœur. Et ce cœur venait d'être piétiné, doucement, sous les yeux de sa propre sœur. Le lendemain du drame silencieux, la maison semblait vide. Fatih n'osait pas parler. Elle sentait que quelque chose s'était brisé dans le regard de sa sœur. Ce regard, autrefois rempli de douceur, était devenu distant. Pas méchant, pas dur, mais lointain. Comme si quelque chose s'était refermé. Naïma ne posa aucune question. Elle ne reprocha rien. Elle continua sa routine. Cuisiner, ranger, travailler. Mais ces silences parlaient plus fort que 1000 cris. De son côté, Fatih était confuse. Elle n'avait rien demandé. Rien provoqué. Mais au fond d'elle, quelque chose bougeait. Une sensation étrange chaque fois qu'elle repensait à Yann. Et puis, un jour, son téléphone vibra. Un message. Salut. Je suis désolée pour l'autre fois. Je voulais juste être honnête. Je ne veux pas blesser Naïma, vraiment. Mais, j'aimerais pouvoir te parler. Juste toi et moi. Si tu veux. Yann. Fatih hésita. Longtemps. Elle savait que répondre à ce message, c'était franchir une ligne. Mais elle finit par écrire. D'accord. Mais rien de bizarre. Juste parler. Le lendemain, ils se virent discrètement dans un petit restaurant en bordure de ville. Loin des regards. Loin des oreilles. Ils discutèrent longtemps. Pas d'amour. Pas de promesses. Juste des échanges sincères. Mais ce qu'ils ne contrôlaient pas, c'était cette alchimie invisible qui naissait malgré eux. Ils se revirent. Une fois. Puis deux. Puis trois. Un cinéma. Une balade. Un dîner improvisé. Jusqu'au jour où Yann osa lui prendre la main. Fatih ne la retira pas. Et ce soir-là, sans grands mots, ils comprirent tous les deux qu'ils étaient devenus un couple. Fatih ne dit rien à sa sœur. Elle n'en avait pas le courage. Pas encore. Elle savait que Naïma n'avait jamais dit ouvertement « je t'aime » à Yann, mais elle savait aussi que sa sœur avait beaucoup espéré. Et Fatih avait été ce rêve qui s'était réalisé à sa place. Mais les secrets, comme les flammes sous les draps, finissent toujours par brûler. Quelques semaines plus tard, la vérité éclata. Pas dans les cris, pas dans les disputes, mais dans le regard douloureux que Naïma posa sur elle, un matin, en pliant les vêtements. Tu n'avais pas besoin de mentir. Fatih resta figé. Tu crois que je ne vois pas? Que je ne sens pas? Tu souris quand il appelle. Tu te parfumes quand tu sors. Tu rentres avec des étoiles dans les yeux. Je connais ce regard, je l'ai eu avant toi. Fatih baissa les yeux. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Ce n'est pas toi que je blâme. Naïma se leva calmement. Elle s'approcha d'elle, lui toucha doucement la joue. Tu n'as rien volé. Le cœur ne se commande pas. Mais dans son regard, une larme s'était formée. Une larme qu'elle ravala aussitôt. Et depuis ce jour, Naïma fit un choix, se taire. Se retirer. Accepter ce que Dieu avait permis, du moins, en apparence. Les jours passèrent. Le couple vivait heureux. Simplement. Sans luxe, mais avec amour. Et un matin, Fatih vomit sans raison. Puis 2 fois. 3. Le test fut sans appel. Elle était enceinte. Yann fut fou de joie. Il cria la nouvelle au monde. Il voulait ce bébé. Il voulait construire une vie. Il se mit à travailler encore plus dur. À économiser. À penser à l'avenir. Fatih, elle, était bouleversée. Une vie grandissait en elle. Et dans la maison, malgré la gêne, Naïma sembla partager leur bonheur. Elle acheta des vêtements pour bébé. Elle préparait des bouillies spéciales. Elle chantait même pour le ventre arrondi de sa sœur. Mais dans ces nuits, quelque chose revenait sans cesse. Un rêve. Répétitif. Intrusif. Elle voyait l'enfant, grand, debout, habillé d'un costume blanc, entouré de lumière. Elle voyait des gens l'applaudir, des caméras, des discours. Elle voyait Fatih et Yann, souriants, fiers. Et elle, assise dans un coin sombre. Invisible. Effacée. Une voix chuchotait. Cet enfant est une étoile. Il rendra la vie douce à ceux qui l'aiment, mais il n'a pas besoin de toi. Et alors, le cœur de Naïma changea. Pas par haine. Pas par méchanceté. Mais par douleur. Elle ne voulait pas que cet enfant efface son nom. Sa place. Son importance. Elle voulait que rien n'avance sans elle. Alors une nuit, elle se leva. Et elle décida d'agir. Naïma n'était plus tout à fait la même. Elle souriait. Elle riait.
Elle touchait le ventre de sa sœur avec une fausse tendresse, mais dans son cœur, une autre mélodie résonnait. Elle ne supportait plus les mots doux de Yann à Fatih. Elle ne supportait plus les caresses sur le ventre arrondi. Elle ne supportait plus cette idée que bientôt, cet enfant allait devenir la priorité. La lumière. L'élu. Elle se sentait déjà effacée, comme une vieille photo qu'on ne regarde plus. Alors une nuit, pendant que Fatih dormait profondément, Naïma entra dans la cuisine. Elle sortit un petit sachet. Des comprimés broyés, qu'elle avait discrètement récupérés. Des produits puissants, interdits sans ordonnance. Elle les mélangea dans un jus de fruits bien sucré, qu'elle plaça dans le frigo comme si de rien n'était. Le lendemain matin, elle servit elle-même Fatih. « Bois un peu, ça va t'aider avec les nausées. » Fatih sourit, comme toujours. « Merci, grande sœur. Tu es trop attentionnée. » Elle but. Tout. Mais la vie, quand elle est protégée, ne se laisse pas détruire si facilement. La journée passa. Puis 2. 3. Aucune perte de sang. Aucun malaise. Le bébé bougeait plus que jamais. Et c'est là que Naïma comprit que cet enfant n'était pas ordinaire. Elle décida alors de franchir un autre seuil. Un matin, très tôt, elle quitta la maison. Direction la périphérie du quartier. Là-bas, dans une ruelle cachée derrière les manguiers, se trouvait une petite cabane en bois, sombre, sans enseigne. Elle tapa 3 fois, puis entra sans qu'on lui ouvre. Un vieil homme était là. Assis, presque nu, la peau ridée comme du cuir ancien, les yeux blancs, brillants, comme s'il voyait au-delà du visible. Il s'appelait Combé. Un nom que seuls les initiés prononçaient. Naïma se tint droite, nerveuse, le cœur battant. « Je viens, pour empêcher un enfant de naître avec un destin supérieur au mien. » Le vieil homme sourit. « Tu viens trop tard. Il est déjà né dans le monde des esprits. Son étoile est claire. Trop claire. Alors efface-la. Je suis prête à tout. » Il la fixa longuement. Puis il parla, d'une voix grave, rauque, presque chantée. « Si tu veux qu'il n'ait aucun avenir, alors ramène-moi 2 choses. Soit, le placenta, pour que je l'enferme et noircisse son aura. Soit, tu attends sa naissance, et tu seras la première à lui donner son bain. Tu laveras sa tête avec ceci. » Il sortit une petite éponge noire, rugueuse, enroulée dans un tissu rouge. « Ne la laisse pas toucher de l'eau avant cela. Et quand tu frottes, pense à ce que tu veux, pauvreté. Désordre. Déchéance. Vol. Déchéance encore. » Naïma prit l'éponge sans un mot. Elle paya. Un billet sale, plié 4 fois, accompagné de quelques pièces et un bracelet qu'elle portait depuis l'enfance. Quand elle sortit, le ciel semblait plus lourd. Elle savait ce qu'elle venait de faire. Mais pour elle, ce n'était pas un crime. C'était une protection. Un rééquilibrage. Le jour de l'accouchement arriva. Fatih avait mal. Très mal. C'était long. Pénible. Yann était là. Il tenait sa main. Il priait. Il transpirait plus qu'elle. Et dans l'ombre, Naïma observait. Calme. Discrète. Présente. Quand le bébé sortit enfin, Fatih s'évanouit quelques secondes. Yann, lui, fut ébloui. Le garçon était beau. Parfait. Fort. Il criait fort, les bras déjà tendus vers le ciel. Le médecin tendit à Yann un petit sachet. Voici le placenta. C'est vous qui décidez quoi en faire. Yann le prit avec gravité. Il l'enroula dans un tissu épais. Puis, sans rien dire à personne, il quitta la maternité quelques minutes et alla l'enterrer en cachette, derrière l'église, sous une dalle, là où il avait vu sa grand-mère prier jadis. Quand il revint, Naïma avait déjà le bébé dans les bras. « Laisse-moi le laver. Fatih est encore faible. » Il accepta. C'était sa belle-sœur, après tout. Elle entra seule dans la salle d'eau. L'eau était tiède. L'enfant dormait à moitié. Elle déroula lentement le tissu rouge. Sortit l'éponge noire. Et pendant qu'elle frottait doucement le crâne du nouveau-né, elle murmura. « Que ton esprit se détourne. Que ton chemin se brouille. Que tu oublies ton étoile. Que ta lumière s'éteigne avant même de briller. Que tu ne sois jamais plus que le néant. » Puis, elle rinça l'éponge, la cacha dans un sachet, et ressortit avec un sourire. Personne ne sut jamais ce qui s'était passé. Mais cette nuit-là, dans le silence du berceau, un ange pleura. Et dans le ciel, une étoile s'éteignit. Les semaines passèrent. Puis les mois. Le petit garçon, nommé Noël, grandissait, mais pas comme les autres. Il ne pleurait presque jamais. Ne riait pas non plus. Il regardait les choses avec un air vide, presque absent. Même bébé,
Il fixait le plafond comme s'il attendait une voix, qui ne venait jamais. Fatih, sa mère, s'en inquiétait. Elle le berçait, lui chantait des berceuses. Mais son regard ne s'accrochait jamais au sien. Naïma, elle, le regardait toujours de loin. Sans attachement. Comme si elle savait que ce regard-là ne brillerait jamais. À 2 ans, Noël marchait enfin. Mais dès qu'il fut debout, il commença à casser les objets. Pas de colère. Juste, pour voir. Les verres. Les assiettes. Même ses propres jouets. Il est curieux, disait Fatih, pour se rassurer. Mais à 3 ans, il mordait les autres enfants à la crèche. À 4 ans, il volait les stylos de son père. Puis les pièces dans les poches. Puis les téléphones. Sans jamais expliquer pourquoi. Une fois, Fatih l'a surpris en train de fouiller dans son propre cartable. « Noël, c'est ton sac. Tu l'as déjà. Pourquoi tu cherches encore dedans ?» Il a répondu froidement. « Peut-être que j'ai volé quelque chose à moi-même. » Les mots laissèrent Fatih sans voix. À l'école, il était intelligent. Très même. Mais insupportable. Il ne respectait personne. Il insultait les maîtres. Il riait pendant la lecture des prières. Il se battait souvent. Et un jour, il a frappé un camarade avec une pierre. Pour un bonbon. On l'a renvoyé pendant 2 semaines. Yann, son père, était dévasté. Il avait tout donné pour ce garçon. Il s'était privé. Il avait laissé tomber ses rêves pour le nourrir. Et aujourd'hui, son propre fils le regardait avec mépris. Une nuit, Noël s'est levé et a mangé seul dans la cuisine. Puis il est retourné dans sa chambre avec son assiette. Le lendemain matin, Fatih a retrouvé la viande cachée sous son lit. « Pourquoi tu caches la viande, Noël ?»« Parce que je ne me fais même pas confiance. » Elle s'est assise. Les larmes aux yeux. Cet enfant n'était pas mauvais. Il était vide. Vide de sens. Vide d'émotion. Vide de conscience. Les années passèrent. Noël reprit la même classe, 2 fois. Il refusait de faire ses devoirs. Il perdait ses cahiers. Ou les vendait à d'autres enfants, pour acheter des bonbons qu'il ne mangeait même pas. À 13 ans, il abandonna l'école pour de bon. Fatih pleura toutes les larmes de son corps. Yann, lui, ne parla plus pendant 3 jours. Et Naïma gardait ce silence étrange. Ce regard neutre, presque lointain. Comme si tout cela n'était qu'un plan qui se déroulait. Un jour, le père décida. Il doit apprendre un métier. On ne peut pas le laisser dans la rue. Ils le confièrent à un vieil ami photographe. Un homme patient, chrétien, passionné par son art. Il accepta avec joie. Je vais lui apprendre. Doucement. Il va changer. Le premier jour, Noël s'assit, silencieux, regarda les appareils. Il toucha chaque bouton. Il posa des questions. Il semblait fasciné. Puis il demanda à aller aux toilettes. Et il n'est jamais revenu. Il avait volé un petit appareil numérique. Le formateur fut humilié. Yann n'a même pas osé s'excuser. Il n'avait plus la force. La mère s'enferma dans la chambre pendant 2 jours. Et le soir, alors que tout semblait perdu, Naïma entra discrètement dans la chambre du garçon. Il dormait. Allongé de travers, les bras écartés comme un oiseau blessé. Elle le regarda longtemps. Puis, sans sourire, murmura. « Le monde commence enfin à voir ce que j'ai fait. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que malgré cette noirceur, quelque chose résistait encore au fond de cet enfant. Quelque chose de petit. De fragile. Mais toujours vivant. Chaque dimanche, malgré tout, Noël allait à l'église. Il ne chantait pas. Il ne priait pas. Il s'asseyait au fond. Toujours au même endroit. Il écoutait. En silence. Comme s'il attendait que quelqu'un parle à cette partie de lui que personne ne voyait. Le pasteur, un homme simple et humble, avait remarqué sa constance. Il disait « Même le diable n'empêche pas Noël de venir à l'église. C'est que Dieu n'a pas fini avec lui. » Et un jour, ce même pasteur annonça une chose qui allait tout bouleverser. « Cette semaine, nous ferons une veillée de prière dans les maisons. Ce vendredi, ce sera chez la famille de Yann et Fatih. Que chacun s'y prépare. Dieu veut agir. » Ce soir-là, le ciel allait se déchirer. Et un nom longtemps resté caché allait enfin éclater au grand jour. Le vendredi soir arriva. Le ciel était lourd, couvert, mais sans pluie. Dans la maison de Fatih et Yann, tout était prêt. Les chaises alignées, la moquette étalée, quelques bouteilles d'eau, une Bible ouverte au centre du salon. Les fidèles arrivaient un à un, saluaient humblement, s'installaient dans le calme. Le pasteur,
un homme simple vêtu de blanc, entra sans bruit, suivi de 2 diacres. Noël, comme d'habitude, s'assit tout au fond, dans un coin sombre de la pièce. Personne ne lui prêta attention. C'était le garçon bizarre. Celui qui venait sans parler. Qui ne priait pas. Qui semblait ailleurs. Mais ce soir-là, les choses allaient être différentes. Les chants commencèrent doucement. Des voix s'élevèrent. Pures. Brisées. Pleines d'espoir. Puis vinrent les premières prières. Des mots simples, sincères. Des cris du cœur. Le pasteur se leva. Ce soir, Dieu veut réécrire des pages. Il veut corriger ce que l'ennemi a falsifié. Ce soir, la lumière va pénétrer les coins les plus sombres de cette maison. Il posa sa main sur la Bible et ferma les yeux. Et soudain, un bruit. Un souffle. Un gémissement. Tout le monde se retourna. Noël était tombé de sa chaise. Allongé, les bras tendus, les yeux ouverts, mais perdu. Il tremblait. Certains voulurent s'approcher. Mais le pasteur leva la main. Laissez-le. Dieu commence. Et Noël, la voix étranglée, commença à parler. C'est froid. C'est vide. Je vois l'eau, je vois la main, elle frotte, elle frotte. Tout le monde retint son souffle. Puis, comme un cri venu d'un autre monde, il hurla. Naïma. 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 Un silence de plomb tomba dans la pièce. Les yeux se tournèrent lentement vers la grande sœur, assise non loin de la fenêtre. Elle, figée. Le regard immobile. Le visage fermé. Naïma. Pourquoi? Pourquoi tu m'as lavé avec cette chose? Pourquoi tu as voulu que je sois un rien? Le pasteur s'avança lentement. Esprit qui a volé le destin de cet enfant, rends ce que tu as pris. Maintenant. Noël se mit à convulser. Il cria. Il pleura. Il griffa le sol. Le pasteur posa la main sur sa tête et commença à prier avec puissance. Tout ce qui a été effacé sera restauré. Toute parole de déchéance sera inversée. Toute malédiction cachée sera retournée à l'envoyeur. Que les projets de Dieu reprennent leur cours. Les fidèles criaient. Prenaient autorité. Louaient. Pleurèrent. Et soudain, Noël s'immobilisa. Comme endormi. Un silence lourd tomba. Puis il ouvrit les yeux, lentement. Son visage avait changé. Ses traits, adoucis. Son regard, clair. Calme. Propre. Il se redressa, s'assit, regarda autour de lui. Où suis-je? Pourquoi vous me regardez comme ça? Fatih fondit en larmes. Yann tomba à genoux. Naïma, elle, quitta la pièce discrètement, comme une ombre, comme un fantôme qu'on n'a pas encore jugé. Mais tout le monde savait. Ce soir-là, le mal avait parlé. Et la grâce avait répondu. Très tôt. Il rangea sa chambre. Il nettoya la cour. Puis il prit un cahier. Un stylo. Et écrivit. J'aimerais reprendre la photo. Sérieusement cette fois. Pardonnez-moi. Yann le lut. Le cœur battant. Et ce jour-là, il l'amena, lui-même, à l'ancien formateur. Noël s'excusa, la voix tremblante. L'homme le regarda longuement, puis lui serra la main. Cette fois, on travaille. Et la lumière recommença à jaillir. Ce matin-là marqua un tournant. Noël arriva chez son ancien maître les mains vides, mais l'esprit ouvert. Il ne parla pas beaucoup. Mais il écouta. Il observa. Il nota. Il demanda des exercices. Il resta même après les heures. Il nettoyait le studio. Plaçait les câbles. Installait les trépieds. Et chaque jour, il apprenait à cadrer, à ajuster la lumière, à capturer les émotions. Le formateur, d'abord prudent, fut vite impressionné. Il a l'œil, disait-il. Il voit ce que les autres ne voient pas. En quelques semaines, Noël devint le meilleur apprenti que l'atelier ait connu. Un jour, une cliente entra. Une styliste. Connue dans le milieu de la mode locale. Elle venait pour des portraits professionnels. Mais le photographe était absent. Noël, seul dans le studio, proposa de l'aider. Je peux essayer. Si vous me faites confiance. Elle accepta, sans trop y croire. Mais quand elle reçut les photos le lendemain, elle fut bouleversée. La lumière. Les angles. Les couleurs. L'émotion. Tout y était. Elle publia une des photos sur ses réseaux. Et en quelques heures, le nom de Noël se répandit. Les semaines suivantes, tout s'enchaîna. Défilé. Séance pour mannequins. Campagne de publicité.
Des magazines locaux commencèrent à le citer. Ce jeune homme a une façon de raconter des histoires avec ses images, comme s'il avait vécu 1000 vies. Il n'avait que 17 ans. Mais son regard portait la profondeur d'un homme qui avait déjà tout perdu et tout retrouvé. Yann et Fatih le regardaient avec émotion. Il parlait peu, mais il offrait tout dans ses clichés. Il leur offrit même un portrait de famille, qu'il avait pris lui-même, un dimanche en fin d'après-midi. Un cadre simple, mais chargé d'amour. Un soir, alors qu'il rentrait tard d'un shooting, il trouva Naïma assise seule dans la cour. Elle portait une vieille robe. Le regard vide. Les mains croisées sur les genoux. Il s'approcha doucement. Elle releva la tête, surprise. Le silence les entoura quelques secondes. Puis Noël parla. « C'est toi qui m'as effacé. » Elle baissa les yeux. Pas pour nier. Mais parce que le poids de ce qu'elle avait fait était déjà en elle. Tous les jours. « Pourquoi tu es venu me voir ?» murmura-t-elle. « Parce que je voulais que tu me voies. Que tu vois ce que Dieu a fait, malgré toi. » Elle ferma les yeux. Une larme coula. Il ne resta pas. Il tourna les talons, paisiblement, comme si cette rencontre était sa dernière photo. La plus lourde. La plus nécessaire. Aujourd'hui, Noël est un photographe reconnu. Il ne se contente pas de prendre des images. Il raconte des vies. Des douleurs. Des renaissances. Il intervient dans les écoles. Témoigne dans les églises. Et chaque fois qu'on lui demande « Quel est ton secret ?» il répond « J'ai été un enfant perdu. Un voleur. Un rejeté. Mais Dieu m'a retrouvé, là où personne ne pensait à me chercher. » Et dans un coin de la ville, une femme du nom de Naïma regarde parfois ses photos sur Internet. Elle ne commente jamais. Elle ne partage jamais. Mais elle regarde. Et dans son silence, elle pleure. Pas parce qu'il a réussi, mais parce qu'il a survécu. Malgré elle. Parfois, ceux qui veulent t'éteindre ne savent pas que Dieu a déjà soufflé sur ta vie. Même quand ton destin est volé, il peut être restauré. Même quand on t'efface, il reste une main capable d'écrire à nouveau. Et toi qui écoutes cette histoire, que ferais-tu si un jour tu devais pardonner à celui qui t'a détruit avant même que tu naisses ?